Dans cette suite de présentations, nous allons découvrir comment aborder un système Linux, en découvrir les principales commandes réservées à l'administration système, voir quelques bonnes pratiques et méthodes pour pouvoir parvenir à réaliser une administration de qualité. Pour cette première étape, nous allons mettre en place, en partant de zéro, une nouvelle machine virtuelle sous Linux Debian. Nous allons utiliser VirtualBox pour virtualiser notre première machine. Pour démarrer une installation d'une nouvelle machine Linux en vue d'une expérimentation, eh bien ce que je vous propose de faire, c'est d'installer une distribution de type Debian. Alors pourquoi le choix de Debian? Parce que c'est vraiment la distribution la plus universelle pour pouvoir passer soit d'expérimentation réseau ou même une exploitation en mode de station de travail. C'est vraiment la distribution qui correspond le mieux aux attentes de chacun. Alors après c'est un choix un petit peu arbitraire, un choix personnel, personne n'a forcément obligation de suivre ou de respecter les choix des autres, mais c'est un simple conseil. En fait, ça vous donne une possibilité assez étendue de fonctions, assez facile, et au niveau de la documentation, vous profiterez de tout ce qui se fait dans la sphère Debian, ce qui est quand même absolument important d'envisager, c'est-à-dire que sans documentation, sur certaines distributions qui sont peut-être un petit peu moins répandues, c'est déjà plus compliqué. Donc voilà pourquoi ce choix, enfin en partie. Alors moi, ce que je propose, c'est de créer une machine virtuelle, nouvelle, et de ne pas travailler sur une machine réelle pour de l'expérimentation. Donc une machine virtuelle de catégorie Linux Debian 64 bits, donc 64 ou 32 si vraiment votre machine n'est pas capable de virtualiser en 64 bits, il faudrait choisir 32, et il faudra faire attention au choix au moment du téléchargement. Autrement, par défaut, préférez le mode 64 bits. Suivant, au niveau de la mémoire, nous on va faire du Debian en mode commande, donc vous voyez on peut réduire à 256 mégas, ce qui sera un atout si on veut faire tourner plusieurs machines en même temps, mais c'est largement suffisant, c'est pas la peine d'aller au-delà en pensant que j'aurai une meilleure performance. Concernant le disque dur, on crée un disque, le type de disque n'a peu d'importance puisqu'en fait ça permet une compatibilité avec des différents formats. VDI, c'est le format natif de VirtualBox. VHD, ça permettrait un passage direct sans transformation auprès d'hyperviseurs Microsoft par exemple, tel qu'Hyper-V, ou bien VMDK. À ce moment-là, vous êtes dans la même condition, capable de relire cette machine directement sur un VMware Workstation par exemple. Bon, les trois, de toute façon, fonctionnent aussi bien les uns que les autres. Quant à la taille, eh bien, laissez la taille dynamiquement allouée, ce qui va permettre à votre machine virtuelle d'utiliser et de créer sur le disque dur réel de votre ordinateur un disque de taille adaptée. C'est-à-dire que on va lui demander une taille, mais il ne va pas forcément en avoir besoin tout de suite. Du coup, il va créer une taille intermédiaire, beaucoup plus petite, et il s'agrandira au gré des besoins. Alors la taille en question, ici 8 Go suffisent pour ce qu'on va faire, donc je ne vais pas aller au-delà. Et voilà, la machine est créée, elle est ici. On va faire un tour d'horizon rapide des fonctionnalités. Donc ici, rien de particulier à changer, si ce n'est si vous voulez changer le nom, mettre des descriptions, etc. Pour le système, eh bien, on a vu qu'on avait 256 mégas. Alors ce que je suggère, c'est de sélectionner le disque dans l'ordre d'amorçage et de le mettre en haut. Comme ça, on n'aura pas une install qui se fera systématiquement à chaque fois qu'on démarrera la machine. Il risque de lancer l'installation si on laisse le CD-ROM en premier. La disquette, on peut décocher, puisqu'évidemment, je pense que dans les générations actuelles de machines que tout le monde va utiliser, il n'y a pas de lecteur disquette, ça n'a donc aucun intérêt d'envisager de booter dessus. Pour le reste, ici, ça dépend des paramètres de votre machine. Si vous constatez des anomalies, des fonctionnements bizarres, des démarrages qui ne se font pas, venez voir ici si c'est pas ces paramètres qu'il faut ajuster. Alors pour l'affichage, pas forcément besoin de changer puisqu'on va être en mode console, donc 16 mégas, ce qui est faible comme valeur pour la mémoire vidéo, est largement suffisant. Et le nombre d'écrans, eh bien pour une machine en mode console, on ne peut pas en mettre d'autres, ça ne sert à rien. L'accélération 2D, 3D n'a aucun intérêt non plus. Le bureau à distance et la capture vidéo sont deux fonctions qui vous permettent
de customiser, c'est-à-dire d'améliorer un petit peu votre VM, votre machine virtuelle. Alors, par exemple, si on fait ça, on pourra se connecter sur notre machine réelle en sélectionnant le port 3389 qui correspond au protocole RDP de Microsoft, c'est-à-dire le bureau à distance. Et du coup, on aurait une fenêtre qui s'ouvrirait où on verrait la VM dans la fenêtre plutôt que de la voir dans la fenêtre de VirtualBox. Ça n'a pas d'intérêt quand on est en local, mais ça peut en avoir un si on demande à quelqu'un d'autre de se connecter à notre VM pour l'administrer par exemple. Et capture vidéo, c'est si vous voulez enregistrer ce que vous allez faire là et ce que vous ferez à chaque fois que vous utiliserez cette machine. Donc il va vous enregistrer une capture dans un format ici WebM. Vous pouvez changer les paramètres d'affichage, etc., la qualité. Bon, moi j'ai pas besoin de le faire, ni l'un ni l'autre, je décoche. Stockage, on a vu tout à l'heure que c'était le disque dur qui était important, donc on l'a vu tout à l'heure. Par contre, le CD-ROM, ici, qui est attaché au contrôleur IDE, on voit qu'il est vide. Vous reconnaissez ici le petit icône, donc vous le cherchez là, et ici, vous le sélectionnez, le fichier que vous avez téléchargé. Alors, où est-ce qu'on télécharge le fichier en question? Eh bien, ici, sur le site de Debian. Vous allez ici sur debian.org, vous tombez ici sur cette page, vous pouvez faire obtenir Debian, et dans obtenir Debian, moi je vous suggère d'installer une image réduite. Alors une image réduite, ça va vous permettre d'avoir une image d'environ 300 mégas, qu'on va avoir donc ici pour le 64 ou ici pour le 32, donc faites attention, si vous êtes en 64 c'est ici par défaut, en 32 ça serait là. Ça permet, donc quand on va faire ça, je ne vais pas le faire, mais ça va télécharger, on peut voir ici que je l'ai fait récemment, l'image au format ISO. Donc c'est Debian au format ISO, mais en version allégée. Et du coup l'installation se fera en partie en prélevant les fichiers sur le CD, et puis en partie en allant les chercher sur Internet. Il faut donc que nous soyons connectés sur Internet pour poursuivre l'installation correctement. Donc retour à la machine, ici donc j'indiquerai le fameux fichier, et je vois qu'il apparaît ici. Pour le reste, son, pas besoin d'y toucher, éventuellement même le désactiver, parce que ça n'aura pas d'intérêt pour nous, mais que vous le laissiez activer ou pas, ça ne changera rien. Réseau, alors réseau c'est important, au moins au début d'avoir une carte réseau activée en NAT ou en PON. Moi je vous suggère le NAT, ça vous évitera de vous poser la question comment ça marche, sur quelle carte il est raccordé. Il suffit simplement que votre machine réelle soit opérationnelle sur Internet, c'est-à-dire qu'elle accède à Internet. Et auquel cas vous mettez NAT, et cette machine-là, au travers d'une fonctionnalité de VirtualBox qui s'appelle donc le NAT, accédera également à Internet si elle en a besoin. Ensuite, port série, pas besoin. Port USB, alors par défaut c'est coché. Si vous constatez une erreur avec un message indiquant que la machine ne veut pas démarrer, il y aura peut-être des informations à lire, et auquel cas vous vous apercevriez peut-être que c'est dû au port USB. Si c'est le cas, on décoche. Vous voyez, ça peut être un message comme ça. Moi c'est l'inverse, si je le désactive il n'est pas d'accord, si je l'active il est d'accord, mais ça peut être un cas ou l'autre. Dossier partagé, interface utilisateur, c'est des besoins spécifiques pour l'instant que nous n'avons pas. Nous faisons OK, nous démarrons la machine, elle va donc, je vais agrandir la fenêtre, se lancer. Si on choisit le mode graphique pour l'installation ou le mode normal, on va dérouler des menus d'installation. Ici, pas besoin de s'embêter au début pour débuter. Moi, je vous suggère le mode en mode console install, qui est plus clair à mon sens pour comprendre ce qui se passe. Alors, on peut avoir, je vais agrandir cette fenêtre, le menu en français, si on est français bien entendu. La question que vous vous posez peut-être là, c'est comment j'ai agrandi la fenêtre, c'est-à-dire elle était comme ça, comment j'ai fait ça? Eh bien j'ai appuyé sur la touche CTRL qui est à droite de mon clavier, faites bien attention de bien choisir celle de droite, et tout en la maintenant enfoncée, j'ai appuyé sur la lettre C. Et la lettre C me permet de basculer l'écran, et s'il ne se bascule pas, vous pouvez l'agrandir, ici par exemple, comme ça. Voilà. Donc on
cliquant ici, ça grandit. Ça redimensionne. Français, France, français. On laisse faire. On voit qu'il parle français dans les menus. Il va sélectionner le réseau. Donc si tout va bien ici, il n'y a pas d'erreur. On laisse faire. Voilà, là c'est la dernière étape. Elle passe à 100%. Là c'est l'étape cruciale. Le nom de la machine, vous pouvez le changer ou le laisser. Ça n'a pas d'importance. Mais si vous changez le nom, ne mettez pas des caractères spécifiques en début. Ne mettez pas d'espace. Entrée, domaine, il n'y en a pas pour l'instant. Entrée. Le mot de passe du super utilisateur. Alors le super utilisateur, c'est le terme qu'on donne de manière un peu abusive au compte root, qui est en fait l'équivalent de l'administrateur chez Microsoft. Moi je lui mets un mot de passe, toujours le même, pour pouvoir m'en souvenir quand je fais du labo, c'est toujours le même mot de passe. En l'occurrence, moi j'utilise le mot de passe Poséidon, qui pour moi a une histoire qui commence à dater, et ça me permet d'être certain que j'ai mis ça sur toutes mes machines en labo. Donc si vous voulez le voir, vous cliquez la petite case ici. Alors, j'ai fait une bêtise, je vais revenir, j'ai fait une erreur, j'ai appuyé sur échappe. Donc vous avez vu, je suis passé dans un menu, du coup je reviens en arrière. Voilà, on laisse faire, on va revenir au point où j'étais. Donc Debian, le domaine, on n'en met pas. Le mot de passe, le fameux mot de passe Poséidon dont j'ai parlé, et je l'affiche pour vous montrer. Je viens sur continuer avec tabulation ou avec les flèches de mon clavier et j'appuie sur entrée. Je confirme Poséidon et je continue. Je crée un utilisateur, je donne son nom, je mets le mot de passe, figurez-vous que je vais mettre le même, et je continue. Je confirme le mot de passe et je continue. À ce stade-là, la machine commence une préinstallation. Elle me demande de choisir le disque dur, la portion que je vais utiliser. Pour l'instant, comme il s'agit d'une install vraiment de découverte, je m'embête pas, je choisis le mode par défaut, je le valide, je le valide, je le valide, et ici, je mets oui. Donc revenez en arrière si c'est allé trop vite, vous validez tout par défaut et vous mettez oui à la fin. Il y a une installation de base qui se déclenche. Vous laissez faire jusqu'à ce qu'il arrive à une fenêtre où il va vous demander quels sont les composants essentiels que vous voulez prendre, et à ce moment là il va se baser sur internet. On décochera l'environnement de bureau graphique et on validera. C'est tout ce qu'il y a à faire pour poursuivre correctement une install en mode minimaliste.